Aujourd'hui, on parle de deux films Netflix parce que oui, j'ai envie de reprendre doucement avec une double critique. Et on va commencer par le moins pire des deux films, La Plateforme 2. La Plateforme 2, réalisé par le même réalisateur que le premier film sorti en 2019, film que j'avais vu et que j'ai fini par complètement oublier. Bon, je me souviens à la limite peut-être d'un ou deux moments, mais honnêtement, j'ai complètement oublié le film en dehors de ça. Donc une suite, ça m'encourageait pas vraiment. Après, ça avait l'air de proposer un peu de nouveauté, notamment par un système de loi régi par un tyran de la prison. Enfin, de la prison, oui, cette plateforme de 333 étages, apparemment, c'est une prison. C'est pas parfait, mais pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant sur le concept, pour un peu se différencier de son prédécesseur. Et même mettre en avant un duo de protagonistes plutôt qu'une seule personne cette fois, c'est également une bonne idée. Dans la promesse de la bande-annonce, parce que dans l'exécution, par contre, il y a des choses à redire. Déjà, pour commencer, ce film n'est pas une suite, mais un préquel. Je sais que j'ai été chiant avec Esther 2 en disant « Mais pourquoi vous l'appelez 2 si ça se passe avant ?» Bah là, c'est un peu pareil. Pourquoi vous dites la plateforme 2 alors que ça se passe avant la plateforme 1? Et encore, ça se passe avant, mais en vrai, ça n'a aucun intérêt. À part un caméo et une scène post-générique qui fait un lien entre les deux films, et encore vite fait, ça n'a pas de réel intérêt, en fait, de faire un film qui se passe avant. Bon après, comme je l'ai dit, ça se démarque un peu par le système de loi qui est là, qui est régi, mais non, ça suffit pas. Limite, tu te dis, mais à quoi ça servait de faire un préquel si au final vous n'en faites que ça? Parce que, ça c'est un gros problème du film, il est redondant sur le premier opus. Ah, je vous avoue que j'avais oublié le film, mais en fait, en regardant le 2, je me suis dit, mais putain, ça me rappelle un peu le premier film quand même. Ça se passe pas totalement pareil, il se passe des choses plus graves et tout, c'est pas le problème. Je sais pas, moi j'ai l'impression en fait qu'en regardant ce film-là, c'est un peu redondant du 1. Voire même autre chose, si c'est un préquel, j'aurais accepté qu'on m'explique certaines choses, comme par exemple comment la plateforme a été créée, qu'est-ce que c'est que tout ça. Mais non. En fait, moi, le seul truc que j'ai compris avec ce nouveau film, c'est que la plateforme, ça reste une sorte de test de l'humanité. Ouais, donc en fait, ils vont tester plusieurs personnes à chaque fois, et ça va pas s'arrêter à une seule fois, comme on aurait pu le croire avec la plateforme 1 et une exception. Mais ça, en soi, pourquoi pas. Mais bon, le film en lui-même est pas très intéressant. D'ailleurs, un autre point que je trouve regrettable, il mettait en avant un duo de protagonistes. Si vous savez, la femme là et l'homme un petit peu robuste. C'était pas une mauvaise idée de mettre un duo en avant. Le souci, c'est que ce duo, ça devient rapidement un film solo qui se concentre sur Mademoiselle, parce que le bonhomme, il finit par disparaître, je dirais, au tiers du film. C'est pas génial, hein. Ça, c'est dommage, parce que tu vois une promesse qui aurait pu démarquer un peu le film, mais au final, c'est pas tenu. En fait, le seul truc qu'on retient, c'est à nouveau la critique de la société et l'espoir de l'humanité, avec le fameux dernier étage. Mais bon, est-ce que ça suffit pour faire une suite qui au final est largement dispensable? Je ne pense pas. Après, la plateforme 2, ça se voyait, ça s'intéressait plus aux curieux qui avaient aimé le premier film. Mais je sais pas pourquoi en fait. J'ai l'impression que Netflix, ils ont vu, ils se sont souvenus du premier La Plateforme et ils se sont dit hey, si on en faisait une suite ou un préquel? Bah ouais, le film avait cartonné. Je me souviens plus s'il avait cartonné, moi je l'avais vu vite fait comme ça. Mais bon, c'est un petit peu regrettable quand même de voir ça. Enfin, après, c'est pas non plus une hécatombe. Le film peut se regarder pour les fans du premier ou les curieux, mais moi pour ma part j'étais pas épais et je ne le suis toujours pas. La plateforme 2 c'est un film dispensable dont je me serais bien passé, mais bon, la plateforme 2 ça va encore, hein. Comparé à celui dont on va parler maintenant, ça s'en sort mieux. Si je vous dis loup-garou, vous pensez aux jeux de société, loup-garou de tierce lieu, les fameux rôles, la voyante, le chasseur, tout ça. Et ben je sais pas pourquoi Netflix s'est dit, et si on en faisait un film en mode comédie française, avec Franck Dubosc, Jean Reno, j'ai oublié, Suzanne Clément je crois la femme, je suis désolé, j'ai mauvaise mémoire sur son nom à elle. Enfin bon voilà quoi, un casting qui est pas forcément très hypant, et au final qui adapte le jeu de société loup-garou de tierce lieu. Donc autant dire ce qui est, j'étais pas hypé par le projet, la bande-annonce donnait pas envie, mais j'avais rien à regarder, et comme je pouvais pas regarder la série Loup-garou sur Canal+, qui apparemment est une bonne série, eh bien celui-là, c'est plutôt la tâche. Le film est difficile à supporter, mais surtout en termes de cohérence en fait. Bon allez, on va pas faire que du négatif, il y a un truc que j'aime beaucoup du film. Leur version de Loup-garou. Ah, je vous avoue que moi, si j'ai une version comme ça, jeu de plateau superbe en mode Jumanji, ça me déplairait pas. Franchement, pour les collectionneurs, vous sortez une édition comme ça, je suis sûr que ça aurait marché. Manque de bol, c'est un film complet où on doit supporter 1h40 ou je ne sais plus combien, de blagues pas drôles, de débilité, d'un jeu d'acteur franchement très pas terrible, hein, autant le dire. Même Jean Reno, c'est un acteur que j'aime beaucoup à la base, mais là,
Mais là, le voir jouer un vieil homme qui perd la mémoire. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que Franck Dubosc, 15 ans de moins que lui, mais à l'écran, on a l'impression qu'il y a juste 4-5 ans de différence. Qui pourrait pas être son père, donc on se demande s'il n'y a pas eu une erreur de casting dans l'eau. Puis même le côté, ouais, on fait un univers loup-garou où il rentre dans le jeu, tout ça. Pourquoi vous avez fait ça? Franchement, je vois pas l'intérêt. Surtout que les loups, ils sont moches. Oh, autant les masques, ils sont plutôt chouettes, mais alors les corps en eux-mêmes, ils sont moches. Ils font faux, les loups-garous, c'est incroyable. C'est vraiment dommage, hein. Et puis je parle pas de celle de la famille qui est un loup-garou, je dirais pas son nom parce que la subtilité a été mangée, donc je pense que tout le monde avait vu avant, mais c'est vraiment la plus moche du lot, hein. Sans compter aussi que les personnages, on en a rien à secouer. Ah, ils ont probablement leurs problèmes dus au rôle qu'ils ont dans le jeu ici, mais on s'en fout, parce qu'ils n'en parlent jamais. En fait, il y a juste quelques petits prémices des fois qui sont dits, du genre Clara, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est la fille de Franck Dubosc et qui a arrêté ses études pour devenir influenceuse. T'avais une piste pour faire quelque chose et développer une relation père-fille, mais apparemment t'as pas voulu le faire. Le gamin aussi, l'ado Théo qui est un voleur. Oui, bah écoute, hein, voilà, y a rien à dire. Le grand-père qui est le chasseur. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait un potentiel, mais tu sentais que même eux, ils n'en avaient rien à faire. Triste à dire, mais c'est vrai, hein, parce que s'ils en avaient quelque chose à faire, ils auraient écrit un film pour faire en sorte que les rôles collent à leurs problèmes dans la vie. Franck Dubosc avec sa lâcheté, par exemple. Oui, je dis Franck Dubosc parce que j'ai pas retenu tous les noms des personnages. Ah si, Jérôme. Ou même Jean Reno avec ses problèmes de mémoire. C'est le seul qui a un petit intérêt. Jean Reno, il a des soucis de mémoire et quand il est chasseur dans le jeu, il retrouve la mémoire comme s'il retrouvait ses 20 ans. Oui, un peu comme l'oncle de Jackie Chan quand il a le talisman du chien. Mais bon, les personnages c'était vraiment raté. Je parle pas des personnages secondaires, aussi Jonathan Lambert qui est là pour faire la victime et s'en prendre plein la gueule, en étant l'ancêtre de Jérôme. Ou même de Léonard de Vinci qui tombe amoureux de Jérôme, ça je veux bien. Mais le faites pas de manière aussi évidente, cliché, juste pour faire rire, putain. Je sais pas, mais dans Assassin's Creed, si tu lis la fiche du personnage, tu sais qu'il est homosexuel. Et en soi, c'est pas dérangeant, je veux dire, ça l'empêche pas de nous aider à avancer, d'avoir des nouveaux gadgets, pour être un meilleur assassin. Dans Assassin's Creed, il est cool, Léonard de Vinci. Là, il est pas cool, il fait pitié. Ça, et puis bon, je veux bien que Léonard de Vinci soit un génie, mais réussir à inventer une enceinte, non, 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 il y a des limites quand même, hein. Non, 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 non. Pour les limites de l'époque, non. Mais je crois que le pire, c'est le respect envers le jeu de société loup-garou. Parce que je pense que loup-garou, vous connaissez les rôles. Le chasseur, il peut tuer quelqu'un quand il meurt, c'est-à-dire emporter quelqu'un dans la mort. La voyante, elle est capable de voir les rôles, d'une personne par tour. Les loups-garous, ils mangent. Et je parle pas des rôles qui auraient pu être rajoutés, qui auraient pu être cool, hein. Le loup-garou blanc, par exemple. Tu l'aurais mis dans la partie, lui, ça aurait pu être génial. Le souci, c'est que le film n'a clairement pas compris les règles et qu'il s'est dit, il faut qu'on les change pour le scénario. Ce qui en soi est logique, mais qui là ne fonctionne pas. Par exemple, les pouvoirs qui marchent. La voyante qui lit dans les pensées des gens. Non mais en vrai, pourquoi pas? Je veux bien accepter ça. Je veux bien l'accepter. Un autre qui marche bien, c'est la sorcière, même si on la voit très peu. On va dire que c'est à peu près bien, même si concrètement, quand elle utilise sa potion de vie sur quelqu'un, c'est pas censé annuler son rôle. C'est censé ramener la personne telle qu'elle était. Mais pour le reste, j'ai rien compris. Déjà ici, le chasseur, ce n'est pas quelqu'un qui peut tuer quand il meurt, c'est quelqu'un avec une grande force. Ok, donc déjà ça commence mal. Le voleur, capable de changer d'identité, bon, pourquoi pas, c'est vrai que le voleur, il est capable de changer à la base, mais attention, il y a quand même quelque chose d'important à retenir sur le voleur, c'est que là, le voleur, il peut redevenir le voleur. En fait, il change d'identité, mais il peut redevenir lui-même. Bon, après, le seul compromis, c'est qu'il doit avoir un objet de la personne. Bon, ok, mais c'est pas le rôle du voleur. Normalement, il échange de rôle, il échange de rôle. Limite, il aurait fallu qu'il échange de corps. Tout simplement, hein. Ça peut sembler con, mais ça aurait fonctionné. La petite fille est invisible et personne ne peut l'entendre, à part la voyante qui peut lire dans les pensées. L'idée en soi est pas mauvaise, parce que c'est vrai que la petite fille, elle doit être discrète. Il y a juste un petit souci, la petite fille, elle doit juste être discrète. Elle n'est pas invisible. Elle n'est pas irrepérable. Donc déjà, là aussi, il y a un gros problème. Et je crois que c'est bon, j'ai fait le tour des rôles. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de tous les dire. Ah oui, ils ont aussi mis Cupidon dans la partie, mais Cupidon, tu sais pas qui c'est. Tu sais juste qu'il a les deux personnages comme ça. Et c'est tout. Et la fin, c'est une catastrophe. Ah vraiment, la fin, tu sens que c'est la fin cliché en mode humour, où les personnages obtiennent ce qu'ils veulent, notamment Jérôme, là, il a eu ce qu'il voulait. Mais c'est tout. Bref, Loup-garou, c'est inintéressant, c'est pas drôle. Et l'excuse du « oui, mais vous pouvez débrancher votre cerveau pour l'apprécier », non. Non, faut arrêter cette excuse à 2 balles qui est franchement chiante à la longue. Tu n'as pas à débrancher ton cerveau pour voir un film comme ça. Dire merde, on n'est pas dans Tenacious D ou un film qui se veut vraiment what the fuck. Non, non, faut arrêter là, merde. Voilà, c'est tout pour cette double critique spéciale Netflix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.
Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!